Bonjour à tous. Mercredi dernier, Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, a été auditionné par la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel. Objectif de cette commission spéciale, examiner au fond la proposition de loi socialiste qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et le proxénétisme, à mieux protéger les victimes et à établir un véritable parcours de sortie de la prostitution. Ce texte s'est fait avant tout connaître également car il pénalise les clients de prostituées. Mercredi, l'ancien garde des Sceaux a exprimé tout son scepticisme vis-à-vis de ce texte. Il a également fait un véritable inventaire des formes de prostitution, des nouvelles formes de prostitution occasionnelle, par exemple pour boucler les fins de mois ou bien encore pour s'offrir des produits de luxe, des phénomènes que l'ancien garde des Sceaux a qualifiés de mal moderne. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue mercredi au Sénat. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien garde des Sceaux et ancien collègue au Sénat. Et je dois dire que pendant tout le temps où j'ai siégé, quand je suis arrivé en 2001, j'ai toujours beaucoup apprécié les interventions, que ce soit en groupe ou en séance de M. Badinter. Et donc, notre travail se poursuit. Nous aurons encore des auditions publiques la semaine prochaine. Nous avons des auditions programmées au moins jusqu'au 28 mai et peut-être des auditions au mois de juin quand nous pourrons auditionner les ministres concernés. Donc, sans plus tarder, je vais, à moins que notre rapporteur Michel Meunier ait des questions préalables à poser, je vais laisser la parole à M. Badinter et puis après nous pourrons poser des questions et ouvrir la discussion. Nous avons souhaité vous auditionner parce que moi j'ai le souvenir d'un certain nombre de vos interventions en séance, notamment lorsqu'on a débattu donc de la loi de sécurité publique en 2003. Déjà ça remonte un petit peu. Et donc et de fait de la compétence qui est la vôtre, nous souhaitions avoir votre analyse de cette proposition de loi. C'est une proposition de loi hein, et non pas un projet de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale. Donc je réitère mes propos. Le Sénat a déjà beaucoup travaillé sur le thème puisque ça fait à peu près presque 2 ans que nous travaillons sur ce thème, d'abord par une mission d'information avec Madame Chantal Joanneau sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées et depuis que le texte nous est arrivé sur le texte qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole et puis nous ouvrirons la discussion avec les collègues qui ne manqueront pas encore pour certains de nous rejoindre. Merci beaucoup de votre présence. Oui, c'est là. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Je salue Madame la rapporteure, j'allais dire chers collègues, mais je dirais mesdames, messieurs, chacun sachant que ce sont des chers collègues. Ça me donne d'ailleurs une impression étrange. Revenir ici, à cet endroit, mais à cette tribune, ça fait un côté sénateur à vie, qui n'est pas désagréable au regard des grands prédécesseurs républicains, aujourd'hui des collègues italiens, mais qui n'est qu'une illusion et pour un temps bref. C'est la question sur laquelle vous m'avez fait l'honneur de me demander de venir, est une question qui, chacun le sait, tout à fait importante, très complexe, mais que je n'aborderai pas du point de vue philosophique. Il y a un débat, chacun le sait, sur la prostitution, le régime, les rapports entre la prostitution et femmes et hommes. Non, dans ce domaine-là, je n'ai pas besoin d'intervenir. Je dis simplement et très clairement dès le départ, mes positions sont exactement le talent mis à part, celle d'Élisabeth, qui par définition a raison, et dont j'épouse, cela va de soi, les convictions, ce qui me permet d'ailleurs de marquer que nul ne saurait m'accuser de n'être pas féministe, parce que si je n'étais pas féministe, je n'aurais pas le privilège de célébrer bientôt notre 50e anniversaire de mariage. Elle ne l'aurait pas supporté. Ce brevet autodécerné, je vous dirais que, en effet, mes observations s'inscriront dans un autre ordre. C'est le domaine législatif. J'ai eu
toute ma vie cette passion particulière, mais pas exclusive, des lois bien faites et des lois qui expriment très exactement à la fois les motifs pour lesquels ces lois sont adoptées et qui s'inscrivent dans un ensemble, un système de principes qui sont définis, on le sait, en Europe occidentale et en Europe maintenant plus généralement par la Cour européenne des droits de l'homme interprétant la Convention de sauvegarde. J'aurai aussi l'occasion, évidemment, de comparer la loi à certaines des exigences de notre droit pénal et ses principes fondamentaux. Alors, d'abord, une observation. Il faut bien marquer ce dont on ne se rend pas assez compte, que le débat très vif des années 80, même 70 déjà aux États-Unis, je me souviens d'avoir eu là les premiers échos à partir de la théorie des genres et des visions des féministes radicales américaines à Los Angeles. J'ai entendu déjà des assertions qui ont conduit aux propositions de loi que nous avons aujourd'hui. Le phénomène, la prostitution, qui est, je le dis très clairement, à mes yeux, un mal social permanent, constant, mais qui est toujours un mal social. La prostitution change en ce moment. On ne peut pas parler de la prostitution comme le faisait justement un illustrissime sénateur à vie, Hugo, dont chacun sait que à la fois il décrivait les malheurs de Fantine et n'était pas tout à fait insensible au charme de ces dames. Non, ça n'est plus la même chose, ça n'est même plus celle qui sévissait dans ma lointaine jeunesse, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le phénomène de la prostitution revêt un aspect beaucoup plus complexe et divers que dans les années 70-80. D'abord, c'est une prostitution qui a un caractère international et migratoire considérable. Je relevais dans les documents qui sont annexés qu'on estime aujourd'hui à 80% la part des étrangers et étrangères dans la prostitution, et ce qui n'était pas le cas dans les années 70 ou 80. Je marque aussi que la prostitution, phénomène mal perçu, est aujourd'hui bisexuel. Le nombre de prostituées hommes ne cesse de croître au regard des effectifs de toute la prostitution. Et on l'évalue, selon les sources policières, aujourd'hui à un peu plus de 18, mais de l'ordre de 18 à 20%. C'est aussi, et ça c'est plus moderne encore, c'est aussi une prostitution qui a un caractère d'intermittence. D'intermittence parce que la prostitution occasionnelle, la prostitution pendant une période ou à certains moments, est une des caractéristiques de ce mal moderne. Pour des raisons qui sont multiples, une période de grandes difficultés économiques, insuffisance de ressources, ou bien, pour certaines ou certains, le goût de pouvoir s'offrir tel vêtement, telle vacances, etc. Bref, des plaisirs dispendieux ou onéreux que leur situation ne leur permet pas d'avoir. Cela entraîne des phénomènes, des périodes de prostitution occasionnelle. Et cette prostitution occasionnelle, parce que de circonstances dont d'ailleurs les prostituées sortent, cela est une des marques de l'époque et c'est lié à un autre phénomène qui, alors lui, on le sait, exerce ses conséquences sur, je dirais, toute notre société actuelle, c'est le phénomène numérique, l'informatisation. Il est bien évident que aujourd'hui, le racolage, pour employer le terme convenable, fait par les prostituées, EES ou ES, peu importe, s'effectue pour une grande part sur la toile. Il y a là
avec exhibition, indication codée de tarifs, etc., précision sur les spécialités, un phénomène qui n'existait pas. Bien que, paraît-il, au Palais Royal, jadis, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, il y avait un guide des dames avec leurs spécialités et les tarifs en Napoléon d'or. Mais ceci fait partie d'un très lointain passé, ce qui au contraire est la dominante et qu'il faut conserver à l'esprit. C'est que l'offre prostitutionnelle, elle utilise principalement la toile, les réseaux, et que l'utilisation ensuite pour la mise en œuvre de l'accord intervenu ainsi utilise beaucoup le téléphone mobile. Donc on est en présence d'un phénomène mauvais, encore une fois, un mal social, mais qui épouse le temps et que par conséquent il faut prendre dans sa réalité et sa diversité. Alors je vais être très clair, parce qu'il n'y a aucune raison que je ne dise pas ma pensée, et ma pensée basée, vous le verrez, sur des considérations pour beaucoup juridiques. Le texte de proposition qui a été adopté par l'Assemblée nationale et dont je donne le titre qui m'a laissé perplexe, renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Je ne sais pas très bien ce qu'est un système prostitutionnel. Le mot de système dissimule un ensemble de forces mauvaises qui, quelque part, se camouflent, dont on ne sait pas exactement ce qu'elles sont, mais qui sont menaçantes, voire l'utilisation politique qu'on fait de systèmes aujourd'hui, quand on vise le singulier, comment on dit, la leader d'un parti d'extrême droite, le système UMPS. Voilà. Eh bien, c'est menaçant. On parlait du système franc-maçon à l'époque de Vichy. Moi, je pense que quand on aborde le terrain sérieux du droit, il faut éviter de parler de système contre lequel on va lutter. Alors, mon propos est clair, c'est pas un bon instrument législatif. Et pour dire encore plus clairement les choses, c'est une mauvaise loi qu'on vous propose. Alors, ça n'enlève rien. Je tiens à le dire, à le souligner, ça n'enlève rien aux excellentes intentions, qui ont présidé à l'élaboration de ce texte. Moi, je comprends très bien les réactions des auteurs de ce texte, le désir de lutter, mais la voie choisie, les techniques juridiques choisies et l'incertitude profonde sur leur validité, tout cela m'amène à vous dire, je considère que ce n'est pas un bon texte, et ça essentiellement pour 3 raisons. La première, parce que cette loi, si elle est votée, est vouée à l'inefficacité au regard de la cible qu'elle prétend atteindre, à l'inefficacité, et parce que cette loi, si elle est mise en œuvre, elle entraînera des conséquences sociales et personnelles injustes. Donc elle sera à la fois inefficace et elle ne sera pas juste. Et puis, alors là, c'est le juriste qui reprend la parole, c'est une loi qui n'est pas conforme aux principes du droit européen et toujours sur ce point, je me garde de formuler un diagnostic aussi éclatant à cause des fonctions que j'ai eu l'honneur de remplir. Je ne suis pas absolument sûr qu'elle soit conforme à tous les principes constitutionnels. Mais je n'en dirai pas plus, je ne peux pas en dire plus, j'indiquerai simplement pourquoi elle n'est pas conforme aux principes fondamentaux de notre droit. Donc vous voyez, contrariété au droit européen dans ses principes de la Convention et contrariété aux principes de notre droit pénal. Alors, avant d'analyser ces 3 points, je rappelle qu'elle a une singularité, cette loi. Cette loi, elle est directement la projection, l'enfant, pourrait-on dire, d'un texte de loi qui a été adopté en Suède, on le sait, c'est ce qu'on appelle le modèle suédois de pénalisation des clients, qui a été ensuite adopté en Norvège. Je laisse de côté l'Islande, parce que l'Islande, je le sais, existe, mais enfin, c'est un pays dont on ne peut pas, dans un grand État comme le nôtre, tirer quelque exemple que ce soit. Alors,
s'agissant de la loi suédoise, je vous indiquerai que, selon ses promotrices, et ici je cite, pour ne pas donner le sentiment le moins du monde d'une sorte de partialité ou d'attaque, les 3 phrases que je vais lire sont extraites d'un rapport fait au Sénat belge, justement à propos de ces problèmes, et le rapport belge que je vous déposerai indique, selon les promotrices de la loi suédoise, la prostitution est une forme de violence masculine contre les femmes, sur la prostitution homosexuelle, contre les femmes. Deuxièmement, il est physiquement et psychologiquement dommageable de vendre du sexe. Je vais vendre entre guillemets parce que c'est de la communication, ça c'est pas du droit. On ne vend pas son corps. Il y a autant heureusement que l'esclavage a disparu. On ne le loue pas non plus. La prostitution, quand on regarde la définition donnée par la Cour de cassation, c'est rémunération, enfin, relation sexuelle rémunérée. Ou si on préfère, ça se trouve dans d'autres droits, ça se trouve aussi dans quelques décisions, c'est rendre des services sexuels contre rémunération, avec incitation publique éventuellement. Mais ce n'est pas le cœur de la prostitution, c'est vendre des services sexuels pour quelqu'un qui le fait régulièrement contre rémunération. Alors, la troisième et le cœur de la chose, c'est il n'y a aucune femme, c'est toujours les femmes, on ne parle jamais ici des homosexuels, qui se prostituent volontairement, Elles sont nécessairement contraintes par des proxénètes, souvent mafieux, c'est moi qui le rajoute, et des prostituées de leurs proches chefs. Cela n'existe pas. Je ne suis pas sûr, quand on regarde la toile, qu'on puisse accepter cette proposition, mais ce que je veux marquer avant d'entrer dans la discussion, c'est que les résultats de cette loi, qui remonte à 1999, qui a été changée en 2009, si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs les peines ont été aggravées, la loi, les résultats sont contestés. C'est-à-dire qu'en Suède, on s'honore grandement d'avoir passé cette loi. C'est très bien, c'est efficace, etc. Les milieux officiels là-dessus sont tout à fait unanimes. Cette loi, elle nous satisfait. Quand, au-delà des milieux officiels, politiques, parlementaires, vous interrogez, les choses apparaissent plus nuancées. Et je marque à cet égard qu'il y a eu de nombreuses enquêtes internationales sur les résultats de la pénalisation des seuls clients en Suède, et que vraiment, ces enquêtes internationales sont loin de corroborer ce que l'on nous dit sur les résultats triomphants de la loi suédoise, mais loin. Et je rapporte toute une série que je vous laisserai à cet égard d'études et de commentaires, généralement universitaires, par des auteurs généralement femmes, peu suspects à cet égard de rallier des thèses machistes. Je prends une, je ferai une rapide analyse, par les professeurs Suzanne Dedillet et Petra Ortesgren, qui est une Suédoise. C'est le grand congrès qui a eu lieu en 2011 sur la décriminalisation de la prostitution et au-delà les expériences pratiques et les défis. Et la conclusion est très intéressante pour nous. Le rapport conclut que notre position en ce qui concerne la politique en matière de prostitution est qu'elle est fondée sur la connaissance et l'expérience plutôt que sur la morale ou l'idéologie radicale féministe. Nous croyons également que lorsque les politiques sont élaborées, les acteurs au cœur de cette politique, c'est-à-dire ici les prostituées elles-mêmes ou eux-mêmes, doivent être consultés et respectés. C'est-à-dire pas être traités en mineur, on parle pour vous de ce que vous souffrez, etc. Non, c'est d'abord celles et ceux qui sont ainsi directement impliqués, mis en cause, et victimes, selon là ce qui nous est dit,
Et le rapport ajoute, à notre avis, cela n'a pas été le cas en ce qui concerne le modèle suédois. Alors vous verrez une étude du professeur anglais, de la professeure anglaise Jay Lewy, sur les impacts de la criminalisation suédoise de l'achat des services sexuels, le grand entretien avec la professeure Andman et Magnus Falken, prostitution. Ceux qui en France prônent la pénalisation des clients ont-ils conscience que la Suède en fait un bilan mitigé? Ça, c'est sur un site Atlantico. Vous avez une très longue étude de Madame Valeria Kostriski. Il aurait fallu réfléchir à 2 fois avant de faire de la prostitution à la suédoise un modèle. C'est un article récent, c'est décembre 2013, et également d'une professeure à l'université, prostitution, Stockholm, où la ville où le client est invisible. Alors, beaucoup plus intéressante encore que ces avis ou ces études faites sur les résultats, il y a 2 attitudes parlementaires pour nous significatives et se sont penchées sur la question, à la fois sur la question du statut des prostituées et la question de l'expérience, ou plutôt de la loi suédoise. Et la première, c'est ce que j'ai évoqué, la proposition de loi qui est pendante, j'ai cité devant le Sénat belge, on évoquait ce qu'étaient les principes de la loi suédoise. Je dis tout de suite, ce rapport belge, enfin ce travail fait au Sénat belge est extrêmement critique à l'égard de la législation suédoise au vu de ses résultats. Mais il y a plus significatif pour moi en termes politiques, c'est que si la Norvège, j'ai été en Norvège, pas pour ça du tout, mais j'ai été en Norvège et j'ai eu l'occasion il y a peu de temps, l'année dernière, de parler à des responsables norvégiens, et ils vous disaient une sorte d'incertitude. La prostitution, ils ont pris le modèle suédois, elle est simplement devenue clandestine. Elle s'est simplement exportée, non pas vers la Suède, mais vers quoi? Hors des eaux territoriales, et qui en a bénéficié? Parce que dans ce domaine, les mafias sont toujours à la pointe du progrès, des bateaux russes, qui vont au large des eaux territoriales, très importantes en Norvège, et qui, là, le transforment, disons-le très simplement, en bordel flottant, et qui ont une forte clientèle. Tout ça est extrêmement déplaisant, et donc les Norvégiens s'interrogent. Mais le plus important, c'est l'attitude des Danois. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la même, je dirais, sensibilité, communauté de valeurs. Et eux s'interrogeaient, étaient à la limite, peut-être qu'on devrait adopter. Et il existe, ce que j'ai découvert, au Parlement danois, une institution intéressante, qui est le Conseil de législation pénale, qui est composé de personnalités bipartisanes ou non partisanes, notamment des universitaires, des experts, et qui suit de près les résultats des législations adoptées, qui suit aussi de près les expériences étrangères, de façon à pouvoir faire des suggestions au Parlement. C'est un organe indépendant, purement consultatif, mais qui fait ainsi ce travail d'expertise constant pour améliorer les lois danoises. Chacun le sait, très pragmatique, très commission mixte paritaire, mais très pragmatique. Alors, ils ont étudié de très près ce qui se passait en Suède et en Norvège. Encore une fois, c'est une grande communauté de valeurs, ces pays nordiques, y compris dans le domaine carcérale, et je me disais en moi-même que si on devait adopter les modèles suédois, je préférerais qu'on commence par adopter le modèle suédois en matière carcérale, pour l'avoir visité. Et là, nous aurions véritablement intérêt à nous inspirer sans délai de ce modèle carcéral. Mais pour en revenir à ça, le Conseil, après ces enquêtes, donc c'est une institution indépendante, a conclu que l'interdiction d'achat des services sexuels n'a pas de conséquences positives sensibles. En revanche, cette interdiction pourrait avoir des conséquences négatives pour un certain nombre de prostituées qui souffriraient
de conditions économiques dégradées et d'une stigmatisation renforcée. Et en conséquence, le Conseil n'a pas recommandé l'interdiction d'achat de services sexuels. Et vous voyez donc que là, en 2013, tout récemment, le Danemark a repoussé le modèle suédois. Alors, je marque cela pour dire que, ainsi, le modèle dont on nous présente tous les avantages et dont on chante parfois lyriquement les louanges, il suscite plus d'incertitudes, d'interrogations et parfois de critiques que d'inclination à l'adopter. Mais si je dis cela, ça ne saurait suffire. Il faut aller plus loin. Pourquoi est-ce que je pense profondément que face au mal de la prostitution, la loi proposée sera inefficace? Eh bien, pour une raison simple, elle se trompe de cible. Je le répète, elle se trompe de cible. Quel est aujourd'hui, j'ai évoqué les techniques utilisées, mais quel est le mal, mais alors profond, très supérieur à ce qui était le cas en périodes antérieures? Aujourd'hui, le mal profond dans le domaine de la prostitution, c'est la traite, le trafic organisé honteux, ignoble et extraordinairement lucratif des êtres humains auxquels se livrent les mafias. C'est véritablement un fléau, pas un mot assez sévère pour ça, un fléau que cette traite des êtres humains, et c'est un fléau, ce mal-là, qui aujourd'hui, hélas, est en augmentation dans l'ensemble européen. Les organisations mafieuses, c'est bien de cela dont il faut parler, elles opèrent aujourd'hui, je dirais que le trafic, la traite, a presque changé d'axe, c'est encore sud-nord, mais c'est à l'intérieur de l'Europe, massivement est-ouest. Et très directement, les événements actuels en Ukraine ne sont pas de nature à ralentir ce courant-là. Pas besoin d'insister là-dessus. Ni à ralentir l'activité des mafias très organisées qui sévissent dans cette partie de l'Europe, notamment on parle des mafias albanaises, et pour lequel la traite des femmes, des hommes aussi, surtout des très jeunes, est un des domaines les plus fructueux d'une activité criminelle ignoble. Alors, je dis franchement, c'est, moi, l'aspect des choses qui me met hors de moi. Ce trafic-là me met hors de moi. Parce que il faut mesurer ce que ça signifie, sous couleur de promesses d'établissement de l'Occident, top modèle, etc. On fait venir des filles, aussi des garçons, mais surtout des filles, et hop, à partir de là, on les tient. Et on les tient d'autant plus ignoblement qu'on n'a même pas besoin, contrairement à la tradition, et ce qu'on évoque toujours sur les menaces et les violences exercées sur la jeune femme elle-même, on les tient. Pourquoi? Parce qu'elle seule, on l'a fait venir. On lui a assuré la venue en Europe occidentale, y compris chez nous. On n'a pas besoin d'exercer sur elle des pressions directes, des violences comme c'est les barbeaux djihadistes. Non, ça c'est fini. On se borne à lui faire remarquer qu'on sait où habitent ses parents, on connaît toute la famille, et que par conséquent, si elle ne se comporte pas comme eux l'estiment nécessaire, ce sont les membres de la famille qui en subiront les conséquences. C'est-à-dire qu'on est au dernier degré de la criminalité la plus odieuse. Donc c'est ça en priorité. Quand j'avais le privilège d'œuvrer à la législation, quand en particulier je présidais les travaux du nouveau code pénal, il y a de ça longtemps, j'avais renforcé déjà à l'époque les textes et les pénalités contre ces trafics d'êtres humains. Parce que, encore une fois, c'est une des formes les plus ignobles de la criminalité contemporaine. Et maintenant, j'ai le plaisir d'être là, je vous dis franchement, depuis 7-8 ans, j'œuvre à toute l'Union européenne pour arriver
à rallier un accord à ce qui est une institution nécessaire, et croyez-moi, c'est une autre importance que la pénalisation des clients, qui est la création d'un parquet européen. Parce que quand vous avez des réseaux qui sont, eux, d'essence transnationale, ça se passe depuis, en effet, l'Ukraine, la Moldavie, ça traverse, ensuite ça monte vers le nord, vers l'Inde, ça redescend vers l'Europe occidentale. Quand vous avez cela, il vous faut une unité de poursuite. Il faut un parquet européen. Vous ne pouvez pas avoir des juges européens pour juger ça, mais il faut un parquet qui centralise les poursuites et pas des parquets qui additionnent leurs efforts avec toute la perte de temps, les différences de loi, etc. Bon, eh bien, peut-être un jour j'aurai le plaisir de vous parler de ça longuement. On sortent là des difficultés extrêmes parce que la souveraineté, parce que la défiance à l'égard des juges, ou plutôt des parquetiers d'un autre pays, si forte en Angleterre, font qu'on perd de vue cette évidence. La grande criminalité organisée en Europe, c'est une criminalité transeuropéenne, d'État à État, et la lutte doit être transeuropéenne, surtout quand il s'agit de la prostitution. Donc la priorité, elle est là, c'est la lutte contre la mafia. Alors, s'agissant de ça, quand vous pensez à ça, vous posez la question qui pour moi est essentielle. Est-ce que dans la lutte contre le proxénétisme organisé, contre ces mafias de traite d'êtres humains, ce projet apporte quelque chose? Est-ce qu'il est utile à ce qui est la vraie cible, pas la cible idéologique pour satisfaire des postulats de principe sur la violence quotidienne faite aux femmes, même si là il y a encore beaucoup à faire, mais sur l'essentiel, les réseaux, le proxénétisme organisé, et je vous réponds non. Je vous réponds non. Pourquoi? Parce que la pénalisation du client, elle est nulle en ce qui concerne la répression contre les réseaux, pour une raison d'évidence constante. C'est que le client ne connaît pas les réseaux mafieux qui ont importé la fille, il ne connaît que la fille. Et d'ailleurs, à cet égard, une discrétion absolue, une sorte de mur de silence règne. Il n'y a pas intérêt à le connaître et elle n'a encore moins d'intérêt à le lui faire connaître. Donc, interpeller le client dans la lutte contre le proxénétisme organisé mafieux, c'est nul. Et c'est plus que nul. C'est préjudiciable. Nul, j'ai indiqué pourquoi, parce qu'il ne le sait pas, et la fille ne parlera pas, mais parce que le résultat inévitable de la pénalisation du client, c'est la clandestinité aussitôt de la prostitution. Bien sûr, elle va quitter la rue, puisque c'est dans la rue que le client peut-être va être interpellé. Et elle va se réfugier, selon les cas, dans les pires lieux qui soient. On pense inévitablement là au parking désert. Je ne vais pas faire la liste, les fourrés, les bosquets, et puis les hôtels, et puis surtout les studios, pour pouvoir continuer à exercer la prostitution. Ces personnes qui l'exercent, garçons ou filles, peu importe, il leur faut un lieu. Le client, par téléphone, ira dans le lieu requis. Mais pour fournir les lieux, c'est le réseau qui va le faire. Lui est à même d'avoir des hôtels, de pouvoir louer des studios qui sont indispensables pour que la prostitution se poursuive. Et le résultat, c'est que l'emprise sur les prostituées devient plus forte encore, parce que le réseau détient les moyens pour elles de continuer, qui sont en plus exigés. Donc on renforce la prise sur la prostitution, loin de permettre de la combattre. Et évidemment, contrepartie nécessaire, les frais généraux étant plus élevés, le prélèvement fait sur les gains de la fille ou du prostitué seront plus importants. Donc on arrive à cette conséquence, et c'est pourquoi je disais, on se trompe de cible, au lieu de viser les mafias, on vise les clients ne servent à rien pour identifier les mafieux, et en plus, l'emprise du réseau mafieux sur le prostitué se fait plus forte encore. Et j'ajoute qu'alors, qu'est-ce qui reste
qui va être accessible à la recherche policière, c'est quoi? C'est la prostitution sous sa forme la plus misérable, c'est-à-dire la lisière de la forêt, comme on le voit, c'est-à-dire le parking désert, l'arrière du camion, enfin, tous les lieux les plus sordides pour consommer l'acte dans la clandestinité, ici, dans la clandestinité, sinon il n'y a pas de clients. Et la conséquence, qui me paraît mais complètement perdue de vue, et qui révolte les associations de défense des prostituées, c'est les conditions d'hygiène. Moi, c'est quand même, il faut d'abord penser à ça. Il faut d'abord penser à la sécurité et à la sécurité sanitaire des prostituées. C'est pas dans les fourrés, les bois et les arrières des camions désaffectés que vous voulez avoir le minimum d'hygiène possible. Vous faites redescendre la prostitution de rue au niveau le plus bas. Et ça bouleverse littéralement les associations que vous entendrez sûrement. Et moi, j'ai été frappé de voir jusqu'où peut aller la conviction idéologique face à la réalité quand j'ai lu dans un de ces très nombreux rapports que je vous remettrai qu'il y a eu en Suède un refus de maintenir de la part de certaines autorités locales la distribution gratuite de préservatifs aux prostituées en leur disant « le client, aujourd'hui, vous n'avez pas à le recevoir, c'est interdit, vous n'êtes pas poursuivable, mais il ne s'agit pas non plus de continuer. Nous n'allons pas vous aider à cela, c'est fini. » Au regard de ce qu'est le problème sanitaire, comment on ne peut pas être bouleversé, se dire mais où sommes-nous, dans quel monde d'idéologie sommes-nous tombés pour en arriver là, alors que c'est la première défense des êtres humains. Alors, je continue. Il reste, s'agissant de l'inutilité, un argument, mais alors, tiré, même pas un argument, une évidence tirée de l'histoire. Le fond de l'argumentation, et je l'ai entendu, moi, de mes oreilles, certains responsables. C'est très simple, la prostitution est un mal, plus de clients, plus de prostituées, plus de prostitution. C'est QFD. Hein. La pénalisation du client, ça fait disparaître par voie indirecte la prostitution tout entière, puisque les prostituées n'ont plus de clients, donc elles ne se prostituent plus. Franchement. Je laisse de côté les expériences historiques bien connues sur la suppression de la prostitution, y compris dans le domaine international. Je rappelle, pour citer des exemples récents, pas besoin de remonter à Saint-Louis, qui en effet avait interdit pour des raisons éminemment religieuses la prostitution à Paris, moyennant quoi celle-ci s'est transportée immédiatement en dehors de l'enceinte des forteresses de l'époque et s'est réfugiée dans ce qu'on a appelé les bourdeaux, qui sont les ancêtres des bordels, et qui étaient des cabanes en bois qu'on construisait le long des remparts. C'est dire que c'est ainsi. Mais ce que je veux marquer, c'est quand même, regardez l'histoire, et l'histoire la plus récente. Est-ce que jamais, la sanction la pire qui puisse être infligée à un rapport d'un homme avec une prostituée ou un prostitué. Mais je prends exprès une prostituée parce qu'historiquement, c'est la loi. La pire, il la risque. C'est quoi? C'est la maladie vénérienne. S'il y a eu un facteur de dissuasion constante dans l'histoire, et l'histoire de l'humanité, c'est la peur, en ayant des relations avec une prostituée, d'attraper des maladies vénériennes. Et je rappelle que ce sont des maladies extraordinairement graves qui non seulement affectent l'individu pendant longtemps, mais avec la syphilis le menaient à la mort. Je n'ai pas besoin de citer ici des esprits avertis. Après tout, Baudelaire, on sait de quoi il est mort, hein, on le sait tous, et bien d'autres écrivains comme lui, tout de même, Flaubert, Maupassant. La peur d'attraper la maladie vénérienne les a dissuadés d'aller dans
les bordels quand ils étaient en Égypte ou tout simplement à Rouen? Jamais. Jamais. Donc la peur ici de la maladie et de la mort, qui est la conséquence directe du rapport avec la prostituée, n'a jamais pu dissuader les clients. Et je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'il en est du sida. Parce que c'est là où cette espèce d'approche simplifiée du problème de la sexualité rémunérée, mais elle ne prend pas en compte les vertiges et les abîmes de la nature humaine. Parce que c'est ça, le rapport entre le sexe et la mort, pas l'heure à cet égard de les évoquer, mais enfin, on croirait que Freud n'a pas existé. On croirait que le vertige sexe-mort, ça n'emporte pas les êtres humains. Et c'est oublier ce qu'est la pulsion sexuelle, et surtout la pulsion sexuelle chez les jeunes gens. Ça n'a jamais empêché, ça a dissuadé certains, mais ça n'a jamais empêché beaucoup d'aller au bordel, y compris les pires. Et aujourd'hui encore, écoutez, regardez ce qui se passe. Sida. Depuis qu'on considère que le sida n'est pas absolument mortel, on sait, les recherches policières, ceux que vous entendrez vous le diront, que dans les backrooms, on a recommencé sans préservatif. Ce qui est vraiment jouer à la roulette russe. On l'arrête? Non. On continue. Et on croit qu'une peine, un travail d'intérêt général ou un stage civique va dissuader les clients. Enfin, écoutez, alors, c'est pas pour autant que je dirais, la solution, c'est perpétuité pour ceux qui iront aux filles, comme on disait il y a 60 ans de ça. Non, c'est simplement pour montrer que vous êtes là dans un domaine qui est le plus complexe qui soit. Et qu'on ne peut pas y aller avec des vues idéologiques. Il faut prendre en compte tout ce que j'évoquais tout à l'heure et surtout ne jamais permettre le mal organisé, la prostitution organisée, le réseau mafieux, etc. Là, il faut absolument mobiliser toutes les forces, mais la voie choisie n'est pas la bonne. Elle n'est pas. Alors, je poursuis en disant, elle est de surcroît, et on ne veut pas le dire ni l'admettre, elle est porteuse d'injustice sociale, cette loi. Parce que, qui va-t-elle frapper? Elle va frapper les clients des palaces, les émirs, les oligarques, les consommateurs de call girls à $1000 l'heure. Franchement, il y a quelqu'un qui croit sérieusement cela, que ce tourisme de super luxe, il ne saura pas se poursuivre et se prémunir avec tous les réseaux convenables. Admirable naïveté, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passeront. Ce n'est pas ainsi que les choses se passeront, parce que ce qui restera accessible à la recherche policière est notre niveau de contravention, avec ce que cela signifie comme restriction pour les possibilités d'action, je dirais, contrainte immédiate, heureusement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que resteront en définitive soumis à cette loi et à cette pénalité qui? Les clients les plus misérables des des prostituées. C'est-à-dire, sur la voie publique, ceux qui trouveront là des travestis errants, des pauvres filles venues du Niger, vraiment des pauvres filles venues du Niger, etc., qui, elles, par nécessité, continueront et qui seront les seuls accessibles. Et ainsi, vous aurez l'immunité et les escort girls de luxe pour les uns, et pour les autres, vous aurez la misère prostitutionnelle plus la poursuite pénale. Je ne peux pas dire que je considère que ce soit à cet égard un progrès moral ni sanitaire. Reste aussi une question, c'est que ce sera d'autant plus le cas que, je le disais, inévitablement, on l'a vu en Suède et en Norvège, puis c'est un phénomène constant, si vous interdisez la prostitution, elle devient clandestine. Si vous interdisez l'alcool, on sait ce qu'a donné la prohibition aux États-Unis. Vous interdisez la drogue, le trafic ne se fait pas
dans les pharmacies. Par conséquent, là, il y a une certitude, c'est que ça continuera de façon clandestine. Mais celles qui resteront seront celles qui, précisément, seront le plus accessibles à qui? À la poursuite policière. Si vous faites une infraction, il faut poursuivre ceux qui méconnaissent la loi. Et faire du chiffre, puisque ça fait partie des obligations de la police, cela se fera infiniment plus aisément pour ces malheureuses de la rue et j'ai évoqué leurs clients, que ça ne se fera, comme je l'ai indiqué, ailleurs. Donc, vous avez là un problème policier. Et j'attire votre attention aussi. Pour traquer les clients, il faut des policiers. Pendant ce temps-là, savez-vous combien nous avons de policiers disponibles aujourd'hui pour lutter contre le mal terrible que j'évoquais, la traite, pour lutter contre les mafias de proxénètes? Eh bien, je le sais par les autorités officielles, je l'ai demandé, à Paris. La brigade chargée de la répression de la traite des êtres humains compte une trentaine de policiers. C'est là-dessus que vous allez prendre ces petits noyaux qui luttent, alors vraiment avec beaucoup de passion contre les réseaux, vous allez les envoyer dans la rue poursuivre les clients, faire des perquisitions dans les hôtels. Et la brigade de répression du proxénétisme de la préfecture de police de Paris compte une cinquantaine de policiers pour l'ensemble de l'agglomération et du voisinage. Vous vous rendez compte? Donc on n'a déjà pas les effectifs et les moyens suffisants pour lutter contre ces maux évidents, majeurs. Et on ira les prélever sur ces effectifs-là pour les consacrer à la poursuite de clients dont j'ai dit qu'ils seront. Alors on dit, on va recruter. Vous pensez que nos concitoyens, en période d'austérité budgétaire comme ça, apprécieront le fait qu'on va recruter des policiers, non pas chargés de protéger leur sécurité, leur personne, leur bien, ce qui est tout à fait légitime, mais d'aller poursuivre les clients qui vont accepter les sollicitations des filles ou des garçons? Alors, c'est une question que vous devez examiner, celle des moyens, et je crois, pour ma part, profondément, que vous devez entendre sur ce point le directeur de la police judiciaire, sinon le ministre de l'Intérieur, comme vous devez entendre la garde des Sceaux, pour savoir si à effectif constant, parce que alors là, j'en parle à connaissance de cause, et elle aussi, à effectif constant, le parquet se réjouira ou sera disposé, circulaire à l'appui, à conduire les poursuites dans ce domaine où elle est contrôlée. C'est encore une charge de plus pour un ministère public, je le dis, ça concerne d'autres secteurs, qui n'en peut plus des infractions répétitives et qui considère lui-même, à juste titre, comme étant pas véritablement des atteintes majeures à l'ordre public et des formes d'extrême criminalité. Autant la mobilisation et de la police et de la justice est là, requise et disponible et volontaire quand il s'agit des mafias, autant aller traquer le client, vous en verrez le sentiment et la disponibilité en hommes, en moyens et je dirais en résolution. Alors j'en arrive à la fin, et puis, là je le dis avec beaucoup de fermeté, la loi proposée méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine, et méconnaît par conséquent les principes de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, sont la structure morale et juridique de notre système judiciaire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous demande de vous référer aux décisions de principe de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce domaine, moi, je connais bien cette jurisprudence. La Cour européenne des droits de l'homme, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'est pas seulement à l'usage des États de l'Union européenne. Ça vaut pour les 47 États du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que ça vaut pour tous les États européens, y compris ceux qui se trouvent à l'est de l'Europe et ne sont pas membres de l'Union. Alors, s'agissant des pratiques sexuelles, la Cour
dans un arrêt qui est récent, assez récent, du 17 février 2005, K, A et AD, il n'y a que les initiales parce que c'est une décision à propos de pratiques sexuelles absolument effrayantes, sadomaso, mais vraiment effrayantes, rendues, ce n'était pas des rapports prostitutionnels, c'était... Bon. À propos de ces relations sadomasochistes, la Cour a précisé sa position. Le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit fondamental de disposer de son corps, nous parlons de majeur, le droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle préservée. C'est le considérant 83. Et la Cour a ajouté la notion d'autonomie personnelle peut s'entendre au sens du droit d'opérer des choix concernant son propre corps. Ce qui est en termes encore plus simples et clairs, le droit pénal n'a pas à intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles entre adultes consentants. Ça ne le regarde pas. Les adultes consentants sont maîtres de leur corps. Leur sexualité est celle qu'ils veulent pratiquer. Du moment qu'il n'y a pas contrainte, libre à eux de le faire. C'est un des éléments profonds de la liberté individuelle et, je le rappelle, du droit au respect de l'intimité d'une vie privée qui, par ailleurs, est si menacée en ce moment. Mais c'est une constante. Alors, dans les seuls cas où on doit intervenir, judiciairement et pénalement, la Cour dit c'est pour des raisons particulièrement graves, et c'était le cas en l'espèce, on l'avait été, le marquis de Sade était très dépassé jusqu'à des mutilations absolument effrayantes dans des orgies privées, effrayantes. Alors, ici, c'est seulement dans ce cas-là qu'on permet l'ingérence des pouvoirs publics. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a analysé le statut de la prostitution en France, dans un arrêt qui est un arrêt très important, souvent cité, le 11 septembre 2007, Tremblay contre France. Elle a analysé le problème de la prostitution. Elle a souligné qu'en France, la prostitution n'est ni interdite, à la différence du proxénétisme. Bien sûr, on parle des majeurs. À la différence du proxénétisme, qui lui est aimé, la Cour dit que la prostitution n'est pas interdite, ni contrôlée. Les revenus de la prostitution, c'est la Cour qui le relève, sont soumis à l'impôt et aux charges sociales, ce qui d'ailleurs est heureux, parce que les charges sociales impliquent en contrepartie le recours sanitaire si important à des prestations. C'est très important. Et termine en disant la prostitution des adultes est donc légale en France. Ce n'est pas une pratique illégale, la loi le reconnaît, elle est admise. Mais, et c'est là le cœur de ce que je veux vous dire, la Cour, dans le considérant 25, a souligné, c'est des termes très forts et assez rares sous sa plume, que la prostitution, en général, est incompatible avec la dignité de la personne humaine, ce que moi je crois, mais elle n'est incompatible en termes juridiques que lorsqu'elle est contrainte. Je relis, la prostitution est incompatible avec la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est contrainte. On ne peut pas s'arrêter dans cette phrase, au premier membre de la phrase, la prostitution est contraire à la dignité humaine. Parce que, en droit, et notamment et surtout en droit pénal, encore faut-il qu'elle soit contrainte, la personne, à ses relations prostitutionnelles. Car on ne peut pas avoir la liberté à la fois et en même temps l'interdiction. L'interdiction apparaît quand ? Quand il y a la contrainte, quand il n'y a plus d'acceptation, que le consentement s'est volatilisé sous la pression ou la contrainte, disparu. Alors, à ce moment-là, vous êtes dans une situation où il convient d'intervenir et réfléchissons-y. Qui contraint à se prostituer ? Mafia, le proxénète, les réseaux. C'est pas le désir d'une robe qui peut être considéré comme la contrainte. C'est
exactement la pression exercée et irrésistible par le tiers, et c'est ce qu'on a évoqué, la prise en otage secrète des familles. Ça, c'est la contrainte. Et c'est la notion de traitement inhumain et dégradant qui est si importante, celle de l'article 3 de la Convention, elle ne trouve sa place qu'à la condition, selon la Cour, que ce soit une prostitution contrainte. Sinon, c'est la disposition par chacun, chaque adulte, la disposition libre de son corps, quel que soit le sentiment moral ou le jugement moral que nous portions sur ces comportements. C'est ainsi dans les sociétés de liberté, c'est le droit à disposer de son corps et le droit à l'intimité de la vie privée. Alors se pose une question. Et cette question, elle se pose directement au regard du projet. Si il est nécessaire que la contrainte soit exercée sur le ou la prostituée, question, la preuve de la contrainte. Et cette preuve de la contrainte, elle est dans le système suédois tout simplement escamotée. Dans le projet aussi, proposition aussi. Escamotée comment? Par ce que j'avais évoqué, le troisième postulat marqué, aucune femme ne peut se prostituer s'il n'y a pas contrainte, c'est comme ça. On peut regarder les propositions du net, on peut regarder l'expérience multiséculaire, hélas, femme ou homme, ça existe. Il y a d'autres raisons que la contrainte pour lesquelles on se livre à la prostitution. Mais là, la charge de la preuve de la contrainte, elle est escamotée. Puisque c'est le fait de la prostitution qui en lui-même prouve la contrainte, tautologie, c'est fini. Elle se prostitue, donc elle est contrainte, puisqu'elle ne se prostituerait pas si elle n'était pas contrainte. C'est QFD, c'est fini. On a escamoté. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas jouer avec des questions aussi fondamentales que la preuve à charge de l'accusation. Et dire le fait lui-même suffit à établir l'innocence. C'est pas possible. Ou ici, la culpabilité, c'est pas possible. Il faut... Alors, ça dépasse le cadre du débat sur la pénalisation du client. Il faut toujours respecter les fondements mêmes de ce que sont nos libertés judiciaires. C'est quand même l'essentiel. C'est la charge de la preuve. C'est à l'accusation. La présomption d'innocence, c'est à celui qui est poursuivi. Ça vaut dans le domaine sexuel comme dans les autres. C'est toujours à l'accusation de prouver la culpabilité. C'est toujours à la défense de pouvoir exercer ses droits. Et ici, la charge de la preuve, elle implique que c'est le ministère public qui doit rapporter la preuve de la contrainte. Pas le simple fait qu'elle est prostituée, elle est contrainte, donc je poursuis le client. Non, il faut que, à propos de cette personne-là, et à ce moment-là, cette période-là, on puisse prouver qu'il s'exerce sur elle une contrainte. Et pas se dire, c'est probable. Il y a une exigence de preuve qui est ici, comme toujours, essentielle. Parce que c'est, en définitive, la seule protection contre les accusations, la charge de la preuve. Il ne faut pas vivre dans un univers hérénique. Moi, je peux vous indiquer, c'est le professionnel d'il y a bien longtemps qui se souvient qu'avec des textes comme ça et des mafias, le chantage, ça l'a donné. Alors là, je peux vous en répondre, parce que je l'ai vu s'exercer au moment où existait encore le délit d'homosexualité en France. L'homosexualité poursuivie, c'était l'homosexualité entre l'adulte et l'adolescent, enfin le jeune de 15-18 ans. Et il y avait des réseaux qui travaillaient très bien là-dessus, car l'accusation d'être un homosexuel qui avait des rapports avec un jeune homme, c'était la mort sociale pour celui qui en était l'objet. Mais vraiment la mort sociale, pas seulement au niveau le plus élevé des responsabilités politiques, je me souviens à cet égard d'exemple, mais tout court, partout. Eh bien, le jeu, la pratique était la suivante. On retrouve ça d'ailleurs dans Sartre, dans Les chemins de la liberté. Le giton racolait, ou se laissait racoler,
par le riche homosexuel dans sa maturité. Et puis, on allait dans la chambre d'hôtel. Et à ce moment-là, faisait irruption qui? Le reste de la bande. Et on commençait un chantage qui ne s'arrêtait plus. Et qui conduisait vraiment, je peux le dire, certains hommes au désespoir. Parce que l'idée que ça sache dans leur milieu, leur entourage, leur famille, leurs enfants, qu'ils avaient des rapports avec des gitans professionnels, c'était tout simplement la destruction sociale. Mais là, trop facile. Le rendez-vous est pris, la fille est dans le réseau. Vous n'avez qu'à installer la voiture tout près de la porte de l'hôtel, vous savez qu'il ira à telle heure, photo. Et ensuite, vous relevez le numéro de la voiture, vous faites photographier à l'intérieur, et vous n'avez plus qu'à venir présenter la note, puisque c'est une infraction, puisque ça sera une poursuite pénale, puisque la conséquence sera une sanction qui figurera au casier judiciaire. Les effets pervers des lois, ça existe aussi pour ceux qui savent, et cette catégorie de criminels sait les manier. Et ce n'est vraiment pas la retenue morale qui jouera. Donc voilà quand on abandonne le terrain fort des principes, ce à quoi on aboutira. Alors je terminerai en disant, il y a aussi, si je puis dire, le minimum, enfin, le noyau dur des principes du droit pénal français. En droit pénal, vous avez l'auteur de l'infraction et vous avez le complice. Qui est complice? Celui qui provoque, celui qui, par promesse, incite à la commission de l'infraction. Il est complice. C'est dans le code pénal et c'est un principe qui ne remonte pas à hier. Et ça, la théorie de la complicité. Ici, on arrive à cette situation, mais qui défie l'intelligence juridique, la raison juridique. Le provocateur ou la provocatrice, disons, c'est plus communément le cas, elle propose. Peut-être d'ailleurs très jolie, au café, son regard appuyé, etc., des charmes évidents, cède à la tentation. Bien heureux, car il ira au paradis dans ligne directe celui qui n'a jamais connu la tentation. Mais on arrive à ce résultat. Celle qui a proposé, qui sait où il faut aller, qui a consommé sa partie du contrat, elle n'est pas poursuivable. Mais l'autre, dont la ferme volonté et le caractère de principe dominent les tentations, ce jour-là, à un moment donné, c'est la maîtrise de lui, il a cédé à la tentation. J'ose me référer à un film récent, Jeune et Jolie, je me dis, Chair et faible, etc., on le connaît tous. Lui, c'est la poursuite pénale, la condamnation à une peine faible et au stage, qui sera d'ailleurs singulier pour ceux qui y seront. Mais ce n'est pas que ça. Il y a les travaux d'intérêt général. Et le travail d'intérêt général, il se fait dans un lieu qui est généralement associatif, public, capital, etc. Et on saura pourquoi il est là, parce que c'est fou, parce qu'il y a comme indiscrétion dans ce domaine. Lui, donc, aura sa peine, ça sera au casier judiciaire, je l'indique, pas pour longtemps, mais ça y sera. Et bizarrement, les sommiers judiciaires ne se vident pas si aisément qu'on le croit. Alors, pense à des jeunes gens, un soir de concours réussi, comme jadis quand ils allaient au service militaire, ou un match de football triomphant, un peu trop de bière, ils cèdent à la tentation. On verra ce que ça donnera le moment où il sera en concurrence pour devenir ingénieur en chef de la SNCF. Ça reste. Alors, est-ce que véritablement on peut considérer que c'est avec cette loi-là qu'on va éradiquer ce mal, car c'en est un, qu'est la prostitution? Est-ce que c'est une loi que nous devons inscrire là dans notre arsenal législatif? Certainement pas. Certainement pas. J'ajoute qu'il y a, mais là, encore une fois, l'obligation de réserve joue, il demeure. Et c'est l'aspect que je retiendrai pour conclure. Il demeure
que quand on regarde ce texte, ce qu'il met en question, c'est la liberté des êtres humains de disposer de leur corps. L'adulte a le droit de disposer de son corps. Foucault, jadis, faisait des cours où il évoquait la police des corps, la tentation ultime des régimes totalitaires. Il ne suffit pas de discipliner la vie, etc. Encore faut-il discipliner les corps et pour finir les âmes. Mais la discipline des corps, ça en est là l'expression. Ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas. Je vous interdis dans votre quête, à vous adultes, du plaisir avec un autre adulte, rémunéré, je le veux bien, mais pourquoi pas, si l'autre côté choisit cette compensation-là ou cette contrepartie-là, c'est aussi sa liberté. Eh bien, je vous l'interdis. Je l'interdis parce que, par définition, vous avez contraint les femmes à se prostituer et, dans ces conditions, c'est vous qui payerez, c'est vous qui serez puni. C'est pas concevable. Moi, je ne veux pas entrer dans les querelles qu'on connaît dans ce domaine. Ce que je dis simplement, c'est au regard de la liberté élémentaire de disposer de son corps dans la vie privée, dans l'intimité de la vie privée, que si menacée aujourd'hui, dans l'intimité de la vie privée, pourvu que ce soit sans contrainte, sans violence, car elle est insupportable et à mes yeux, non seulement délictuelle, mais souvent criminelle. Mais s'il n'y a pas de contrainte, si ce sont des motivations, quelles qu'elles soient, que ce soit l'ambition, la cupidité, ou que ce soit l'argent, peu importe, ou le désir, ce qui serait beaucoup mieux, ou le plaisir, parce que ce n'est pas absolument interdit, en tout cas dans le code pénal, ça regarde chacun des êtres humains adultes, ce qui doit être l'objet de notre unique et pas unique, mais première préoccupation, je le répète, et ça sera ma conclusion, pas se divertir, toujours viser ces réseaux mafieux qui sont des criminels, et ne pas transformer le code pénal en affichage d'idéologie. Merci beaucoup, M. Badinter. Nous sommes contraints par le temps, donc je vais donner la parole aux collègues qui souhaitent poser des questions. Juste un petit mot dans vos propos. Moi, j'ai noté, les collègues qui étaient là la semaine passée ont dû le noter également, sur votre souhait de la lutte contre les réseaux de traite. Je pense qu'on ne peut que partager. C'est toutefois un avis que le président de la commission spéciale partage pleinement. Et ça nous ramène aux propos que tenait la semaine passée le procureur national antimafia italien, qui appelait de ses voeux qu'il y ait effectivement un parquet européen et qu'il y ait une politique européenne de lutte contre, je le connais. Voilà. Donc, oui, mais maintenant, avec la nouvelle commission, alors là, on change complètement de sujet, mais c'est plus important en tout cas. J'espère qu'on pourra organiser maintenant, après les élections européennes, non pas un parquet européen pour l'ensemble des 28 États, on n'y arrivera pas. Le Lord Chancellor d'Angleterre m'a dit jamais les Anglais n'accepteront, jamais. Ça, vous ne le mettez pas dans le procès-verbal, ça concerne un autre sujet. Mais jamais, il m'a dit jamais les citoyens anglais n'admettront que l'action publique à partir d'un pays étranger viendra frapper un citoyen britannique. Après tout, la société anglaise repose et s'honore de reposer sur l'habeas corpus. Alors, ce n'est pas pour que ce soit soumis à d'autres. Donc, pas d'espérance, mais une coopération renforcée, qui est prévue d'ailleurs, qui est prévue au texte du traité. On passera d'Eurojust à ce qui est un parquet européen, ça oui. Et ça, j'espère qu'après l'élection de la nouvelle commission, on pourra s'y attacher parce que c'est nécessaire dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres aussi, la drogue, tout, la corruption. Alors, Madame Michèle Meunier, la rapporteure, et Madame Masson-Marais après, c'est ça, Marais après, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Des propos que je ne partage pas fondamentalement parce que je suis de celles et de ceux qui pensent que la prostitution n'a pas changé. Ce sont les formes de prostitution qui ont changé, mais que fondamentalement, le fait d'acheter un acte sexuel est bien ancré dès le départ dans cette forme, dans ce qu'est la prostitution. Alors, hélas, dans tout ce que j'avais dit, j'ai pas le temps, j'aurais aimé creuser ce que vous appelez consentement.
et contrainte, ça mérite vraiment un débat. Est-ce qu'il y aurait ce mal profond qui concernerait les réseaux, ce que vous dites, et ce qu'on entend souvent ici dans personnes qui viennent auditionner, et puis une autre forme plus acceptable de prostitution? Pour ma part, je ne le pense pas. Alors, j'ai un sentiment, mais que je ne veux pas penser venant de vous, Monsieur le Ministre, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y aurait presque une fatalité, voire ce que je ne souhaite pas, une résignation à ce phénomène de prostitution, et que les moyens ne seraient jamais suffisants, que ces leviers de répression, d'éducation aussi, parce que c'est quand même un volet dans lequel cette proposition de loi entend agir. Comment est-ce que on peut sortir de là et se dire que demain, ce qu'on espère pour nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, il n'y ait pas ce que l'on constate aujourd'hui, une forme insupportable de bon nombre de femmes et d'hommes qui sont voués, en tout cas, qui ont recours à la prostitution. Ça ne peut pas, pour moi, dans la société que je souhaite, être des bornes comme ça, faisant partie du paysage. Alors, où peut-on trouver de l'espoir, de l'espérance? Est-ce que ces messages d'éducation qu'on veut porter autour de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact si on dit la prostitution, elle fait partie de la réalité en France? Voilà, je sais pas. Malgré les problèmes, parce que dans les observations que vous faites, il y en a plusieurs. La question égalité homme-femme ne joue pas ici du tout dans ma pensée. Et pour une raison simple, c'est que je crois que le mouvement actuel va se poursuivre. Il y aura proportionnellement de plus en plus de prostituées hommes par rapport au nombre global de prostituées, précisément pour des raisons qu'on connaît, l'évolution de la société. Et pour ma part, l'égalité entre les homos et les hétéros, c'est aussi un impératif catégorique, donc on assistera à ça. Mais indépendamment de cette considération-là, je vous réponds en vous disant, là, le droit de disposer, de choisir de disposer de mon corps à des fins prostitutionnelles, c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme vous lit, c'est lié à un choix individuel, sauf contrainte. Et s'il y a des hommes et des femmes qui préfèrent se lever tard, ne pas aller chercher du travail ou exercer un travail dans des conditions désolantes et pour un salaire de misère, accuser la société, mais on ne peut pas dire que, du coup, le client devient un malfaiteur. Vous comprenez? Vous pouvez choisir, très bien. À mon avis, c'est une erreur. Mais vous pouvez choisir en disant, moi, nous prohibons la prostitution. L'argument que vous évoquez, ou la situation que vous évoquez, vous l'avez dans un certain nombre de pays. Il y a des pays qui interdisent la prostitution, puisque la prostitution est le mal. Nous l'interdisons. Le problème, c'est que nulle part, jamais, ça n'a fonctionné. Si je prends les exemples les plus récents, c'est-à-dire ceux des États socialistes, enfin dits socialistes, les États communistes, lorsque existaient les régimes totalitaires de jadis dans toute leur force. On interdisait. Moi, il m'est arrivé d'être allé. Je suis allé à Moscou, je suis allé à Varsovie, j'ai connu ces sociétés, je les ai vues. Ils servaient d'ailleurs de poussoir, mais je les ai vues. Il y avait des prostituées. La prostitution était interdite, pénalement sanctionnée, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire celui qui s'y adonne, le client, celle qui s'y livre, la prostituée, etc. Évidemment, le proxénète. Alors, si c'est ça le choix que vous proposez, moi je dis, historiquement, c'est plus lourd de désastre qu'autre chose. C'est un système qui ne jamais
été observée, la prohibition de la prostitution. J'ai essayé d'évoquer les raisons, la pulsion sexuelle, tout ce que vous voudrez, qui font que des hommes risquent la mort pour satisfaire une pulsion sexuelle. Et vous me dites, ah mais non, c'est l'être humain, il est l'être humain. Il est comme ça, il a des pulsions sexuelles. Et on ne peut pas dire à la fin du XXIe siècle qu'on ne les ignore comme le père Dupanloup à la fin du XIXe. On sait que c'est là. Alors, très bien, on choisit face à cette situation en fonction, de principe. J'y attache une extrême importance. Je vous ai dit qu'à mes yeux, c'était en effet un mal social. Mais la maladie aussi est un mal social. Je vous dis simplement ceci. La prohibition est un choix. Mais c'est aussi absurde que de dire, quand il s'agit du rapport entre la prostitution et le client, comme je vous l'ai dit, le dealer peut proposer son poison, le dealer, celui qui l'offre, peut vous proposer votre dose, votre ecstasy, votre cannabis. Ah, vous dites, c'est le fournisseur, on ne le poursuit pas. Celui qui accepte, on le poursuit. Si vous n'avez pas la contrainte, c'est un choix moral de la part de celui ou de celle qui l'exerce, la prostitution. Alors, vous pouvez dire, je vous interdis ce choix moral. Vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas. Bon. Je n'aime pas la position que je prends. Parce que je sais que, c'est en effet, dans les faits, dans la réalité humaine, impossible à faire observer. Et 2, parce que ça crée tous les maux secondaires que j'ai évoqués. Nous ne faisons pas une législation pour des anges. Et les meilleures intentions, et Dieu sait que j'en ai vu, elles aboutissent aussi à paver l'enfer des textes juridiques. Là, vous êtes dans les zones noires de l'espèce humaine. C'est comme ça. Alors, me dire, c'est la faute des hommes, parce que là, c'est exactement ça. Moi, ce qui, ici, me paraît insupportable, c'est de faire cette espèce de choix de cible. On dit, vous dites, prostitution interdite, contraire, nous l'estimons aux valeurs de notre société. Réponse, Cour des droits de l'homme, vous avez le droit de disposer de votre corps, vous êtes adulte, c'est l'intimité de votre vie privée, vous en faites ce que vous voulez, y compris pour des mobiles qui sont aussi bien le désir, je dirais d'abord l'amour, le désir, la passion, je sais quelle autre pratique, ou la cupidité, ou l'ambition, indépendamment de l'argent. Bon, tout ça, c'est l'être humain, alors. Moi, je préfère la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle nous sommes soumis. Chacun est maître de son corps, pourvu qu'il soit adulte, en respect de la vie privée, l'intimité de la vie privée, et à la condition qu'il n'y soit pas contraint. Et j'en reviens toujours à ça, pas parce que c'est la contrainte, mais parce que c'est la mafia, les mafias qui exercent leurs contraintes. Et que quand j'ai dit au départ, on poursuit, on vise une cible qui n'est pas la bonne, parce que ça ne permettra rien en ce qui concerne la lutte contre la mafia, rien, mais le contraire, c'est évident. Alors, bon, eh bien oui, la vision du monde n'est pas tellement optimiste. Vous savez, j'ai eu l'occasion, dans ma longue vie, de mesurer que, contrairement à ce que croit Rousseau, l'homme n'est pas bon. Et je préfère Montesquieu, de bonnes institutions, et l'éducation, comme dirait Condorcet, peuvent légèrement, dans la meilleure des cas, tempérer ce qu'il y a de mauvais, fondamentalement, dans la nature humaine. Et là, en dehors d'enregistrement, je dirais, j'avais l'habitude chez moi, quand mes enfants étaient en âge adolescent, de dire toujours « l'homme est mauvais ». Et me tournant vers ma fille, pour laquelle j'ai une passion de père, donc je lui disais « et surtout le jeune homme, rappelle-toi de ça, Judith ». Ben, je le crois, l'homme n'est pas bon, la femme non plus. D'ailleurs, l'être humain n'est pas bon. C'est ainsi. Mais tel qu'il est, tel que nous voulons une société de liberté, je m'en tiens à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez faire un autre choix. Je l'ai dit au départ, moi je respecte ce domaine, parce que je sais que ce sont des préoccupations nobles. Ce n'est pas des ambitions, ce n'est pas des calculs. Je comprends, moi, qu'on déteste la prostitution. C'est mon cas aussi, mais ce n'est pas la question.
c'est le problème social. C'est les bonnes et les mauvaises lois. Et cette loi, telle qu'elle est, c'est une mauvaise loi qu'on vous propose. Si elle advient, elle adviendra. Elle ira rejoindre au cimetière, sous la lune, des textes inutiles ou pire, croyez-moi, un grand nombre de lois votées. Je vais être obligé de passer la présidence à la rapporteure parce que je suis attendu dans peu de temps en séance. Ouais, mais on va arrêter. Non, enfin, moi, parce que j'ai encore deux. Je suis exprès, encore une fois que je suis au Sénat, je peux m'en aller. Deux collègues qui souhaitent poser des questions. Madame Masson-Marais d'abord, Madame Brins. Et donc, voilà. Merci Monsieur beaucoup. le Président, je pense que si vous me donnez 30 secondes, vous êtes déjà très gentil parce que le temps a couru. Monsieur le ministre, je vais m'adresser à vous sous deux formes. D'abord, le défenseur des droits de l'homme. Je crois que vous êtes un symbole et votre présence aujourd'hui pour nous est capitale dans une loi qui est souvent un peu ambiguë. On ne sait pas toujours quelle position prendre. Vous avez été très clair en tant que défenseur des droits de l'homme. Vous avez fait appel, vous avez parlé de Michel Foucault. Je sais que vous avez un tableau de Michel Foucault dans votre bureau. Ouais, c'est vrai. Je l'ai bien connu. Et c'est évidemment quelqu'un qui s'est battu contre la police des corps. Oui. Donc, c'est très important de citer cette personne. Vous avez également cité très rapidement les sources de cette loi, avec le positionnement des féministes américaines, avec la loi sur les genres, etc. Je vous parlerai évidemment de Margaret Mead, de Karen Horney, de Ruth Benedict, tous ces féministes américaines. Madame Butler. Exactement. Mais peut-être que cette loi est en train. Ça, c'est pour Madame Badinter. Peut-être que cette loi est en train de dévier une pensée féministe. Et ça m'inquiète énormément. Maintenant, je vais vous poser 4 questions en tant que juriste. Vous n'aurez pas le temps de me répondre, mais peut-être que vous aurez l'amabilité de répondre finalement par écrit ou d'une autre façon. Ces 4 questions sont très simples, elles sont très claires. Comment expliquez-vous que cette loi a été votée par l'Assemblée nationale au-delà des clivages politiques, sans réflexion vraiment profonde et finalement de façon presque confidentielle? Je sais que vous n'aurez pas le temps de répondre, mais j'aimerais avoir une réponse là-dessus. Conditions de vote de la loi. Et je sais comment excusez-moi, vous n'avez pas abordé le caractère migratoire dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que dans cette loi, il y a un caractère migratoire qui est très important. C'est les avantages qu'on va donner à des populations venant du monde entier qui vont accepter de se réhabiliter, enfin qui vont demander avec carte de séjour et tout le restant comme avantage. Que pensez-vous de l'amendement demandé et qui a été accepté sur la vulnérabilité en personnes vulnérables données aux prostituées, sur ce statut? C'est une chose extrêmement importante, à mon avis. Oui. Et la dernière question, c'était tout de même une question qui m'interpelle, parce que j'ai bien compris votre positionnement. Vous êtes contre cette loi, vous l'avez dit, au nom des droits de l'homme, et je vous suis absolument par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, mais tout de même une question reste en suspens. Dans les pays indonésiens et autres, où une pénalisation du client par rapport aux mineurs dans les voyages touristiques sexuels a tout de même fait de l'effet, donc ça laisse en suspens tout de même quelque part le fait que lorsque l'on pénalise, il y a peut-être un effet. Je sais que vous n'aurez pas le temps de me répondre, il y a d'autres questions. C'est vrai, si on peut avoir un retour un jour, ça serait très intéressant. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis tout à votre disposition, c'est la moindre des choses, hein, à tous égards. Alors, réponse sur les conditions vote de la loi. La pratique parlementaire montre que tous les bancs ne sont pas nécessairement remplis au moment du vote d'une loi. Je crois que là, il n'était pas spécialement rempli. J'ajoute que ça a été débattu en un temps limité. Ce n'est pas la seule loi, et on en connaît de plus importantes qui ont été acquises dans ces conditions-là. Donc ça, c'est une question de circonstance. Ce que je souhaite, c'est que dans cette maison où les travaux sont sérieux, je ne dis pas qu'il ne le soit pas aussi à l'Assemblée nationale, mais particulièrement sérieux, vous examiniez tous les aspects de la loi, et notamment, j'insiste, écoutez ceux qu'elle concerne. Ne parlons pas, surtout pas, au nom, vous l'avez peut-être déjà fait, il faut écouter, parce que c'est à la fois déchirant et éloquent. Et il ne faut jamais perdre de vue que c'est elles et eux à qui s'adresse d'abord cette loi, y compris s'agissant du problème sanitaire, qui n'est pas le plus mince de ceux que j'ai évoqués. Bon, alors ça, c'est très clair. En ce qui concerne la question de la personne vulnérable, je suis tout à fait d'accord. Là, qu'on assimile aux mineurs, je trouve ça tout à fait légitime. En ce qui concerne le caractère migratoire, j'ai rappelé au début, mais vous faites bien de le rappeler, que la prostitution d'aujourd'hui, c'est une prostitution. En effet, elle est déambulatoire, elle se promène, mais que le résultat est une présence importante d'étrangères ou d'étrangers sur le sol français
se livrant à la prostitution. Par rapport au pourcentage de nationaux, ça a beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans, mais surtout dans les dernières années. Alors, j'attire l'attention de la Commission. Madame la rapporteure, j'attire votre attention sur un point. Il faut que vous regardiez de très près et que vous fassiez venir le directeur des libertés publiques ou le ministre de l'Intérieur sur la question qui m'a énormément préoccupé pour pouvoir, et c'est bien, réinsérer les prostituées qui veulent quitter la prostitution. On a prévu des régularisations. Je m'interrogeais, je me disais, dans le moment où nous sommes avec ce qui se passe en Ukraine, la mafia vient pour 3 mois, bon, tu verras, bon, on s'arrangera, d'abord tu seras un top modèle, etc. Mais ensuite, tu auras une carte de résidence et une carte de travail. Et là, c'est une ignominie de plus parce qu'ils utiliseront les dispositions d'une loi qui est foncièrement généreuse, il faut le rappeler, je le dis, foncièrement généreuse. Pourquoi ? À leur fin, ça sera un appel d'air. Parce que pour connaître ces pays, vous savez, partir, avoir le droit de séjour et une carte de travail, c'est le rêve. On voit ce qui se passe au sud, hein, Lampedusa. Vous voyez ce que les gens peuvent risquer leur vie, et le peu d'argent qu'ils ont, pour simplement arriver. Alors, a fortiori, je leur dis, au bout de 3-4 mois, vous allez avoir... Donc, il faut faire... Là, il faut que vous interrogiez le directeur, je crois, vraiment le directeur des libertés publiques ou le ministre de l'Intérieur, parce que c'est une question très importante et dans laquelle le résultat sera navrant pour celle qu'on aura attirée comme ça, parce que c'est fini. Voilà pour cette audition de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux et sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, s'est exprimé devant la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel qui examine donc au fond la proposition de loi socialiste sur ce sujet. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat présenté par Delphine Girard. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.